Je ne sais pas si Oui, MD. MD, c'est moi, c'est Michel Delécluse. Bonsoir à tous. Voilà, je vous remercie. Moi, j'avais une question peut-être un peu plus d'ordre technique, puisque je dirais par rapport à l'usage de la Cour constitutionnelle, dont, si je ne m'abuse, vous avez quand même assez souvent, durant les mois qui se sont écoulés, critiqué justement le fait qu'on ne faisait pas suffisamment appel à elle. Il se trouve que aussi dans le projet, j'ai pu lire dans les premières pages que notamment il regrettait que certains articles, notamment qui ont un trait à cette Cour constitutionnelle, donc les articles 141 à 143 de la Constitution, ils ne seraient pas soumis à révision. Ils n'ont pas été, sauf que le 142, si. Mais moi, je ne suis pas certain, je ne connais pas, je dirais, la portée de ces différents articles, évidemment. Et là, ce serait quand même intéressant de suivre ça de près, parce que justement, si cette Cour constitutionnelle qui n'a pas été suffisamment sollicitée, si maintenant il entre dans les intentions des gens au pouvoir de vouloir modifier la Constitution pour justement limiter encore un peu plus les éventuelles possibilités d'intervention de cette Cour constitutionnelle, ben, je crois que, voilà, je voudrais quand même avoir votre avis par rapport à ça. Donc, écoutez, ça, c'est plutôt, ou bien alors j'ai loupé quelque chose, mais j'ai plutôt une bonne nouvelle pour vous, c'est que, en fait, la Cour constitutionnelle, elle a été évitée parce qu'il n'y avait pas de loi, en fait, tout simplement. Et donc, comme il n'y a eu que des arrêtés ministériels, en fait, c'est assez simple, pour le coup, là, c'est simple. Si c'est un acte de l'exécutif, on peut l'attaquer devant le Conseil d'État. Si c'est un acte d'un Parlement, on peut l'attaquer devant la Cour constitutionnelle. Et dans cette crise-ci, comme la caractéristique, c'est ce que j'appelle la surexécutivisation, et que ça vaut au niveau fédéral, mais ça vaut aussi dans les entités fédérées. Hein. Je sais pas, moi, j'entends pas le président du Parlement de la Fédération Unie Bruxelles parler. J'entends que les ministres Glatini, etc. Donc, je veux dire, cette crise est une crise des exécutifs. Et du coup, chaque fois qu'il y a eu un recours, c'était forcément devant le Conseil d'État. À la marge, la Cour constitutionnelle a pu se prononcer sur certains problèmes, mais presque par définition, j'ai envie de dire, puisqu'il n'y avait pas de loi Corona, bah, la Cour constitutionnelle n'avait pas l'occasion, si vous voulez, de se... Et alors, donc, ça veut dire aussi que quand cette loi Corona sera adoptée, là, pour le coup, il y aura moyen d'aller devant la Cour constitutionnelle, si besoin en est, pour introduire des recours. Et alors, j'ai pas lu, du coup, mais bon, peut-être que je devrais le relire, mais je ne vois pas en quoi, si vous voulez, ce projet-ci porterait atteinte à ça. Enfin, si, parce que par ailleurs, de toute façon, l'idée, c'est que la ministre de l'Intérieur adopterait encore des arrêtés. Mais je vois pas, j'ai pas vu qu'ils essayaient de porter atteinte à la Cour constitutionnelle dans ce projet de loi. J'ai vu d'autres problèmes, mais j'ai pas vu ce problème-là. Et encore moins que ce projet, de toute façon, ça, il ne saurait pas changer les articles de la Constitution. Donc, mais vous avez-vous eu l'occasion de lire le document projet de loi avec tous les interventions, parce que c'est quand même assez lourd, ça fait 600 pages. Donc, je dirais, où il y a toutes les interventions, il y a d'abord la présentation de la ministre Verlinden, et il y a toutes les différentes interventions des partis. Oui, des partis, et même, notamment, je pense même qu'il y a un passage où il y a une intervention des syndicats et des... Oui, oui, il y a plein de gens qui ont été auditionnés. Et donc, justement, c'est ça, moi, je voulais savoir si... Parce que, bon, comme je dis, il n'y a que 2 jours que j'ai pu avoir ce document, que j'ai réussi à le télécharger, et donc j'ai commencé seulement à le lire, donc... voilà. C'est super qu'il soit sorti, parce que le projet de loi, on ne parvenait pas
ça n'allait pas, donc c'est bien ça. Je trouve que c'est Ah une bonne oui, nouvelle. mais c'est justement l'intérêt de pouvoir lire ce genre de documents, c'est que effectivement, il y a des interventions et des questions auxquelles forcément le commun des mortels que je suis auxquelles ne va pas penser et qui se trouvent dans ces interventions. Et donc moi, j'invite vraiment l'ensemble des personnes ici présentes, si elles ont l'occasion de le faire, même si c'est ardu, mais quand même, ça vaut la peine. Je pense que ça vaut la peine. Voilà. Et vous avez mis le lien dans le canal, je pense. Hein, j'ai mis le lien, mais je suis pas, parce que c'est très compliqué à s'y retrouver. Donc, j'ai laissé mon adresse mail. Si les personnes ont du mal à le retrouver sur le site de la Chambre, ben, elles peuvent toujours m'envoyer un mail. Je me ferai un plaisir de les renvoyer. Voilà. Et il y a déjà des gens qui ont donné leur mail. Si vous voulez les envoyer, peut-être ça serait très bien, si c'est possible. Donc, de toute façon, Raph, je te l'ai déjà envoyé et j'ai déjà envoyé à une autre petite dame qui me l'avait demandé. C'est déjà envoyé. Ok, merci. Mais donc, non, moi, j'ai pas lu ces 200 pages, mais une fois de plus, parce que vous parliez des articles 141, 142 et 143 là, de la Constitution, ce projet de loi, il peut pas changer les articles de la Constitution, ça c'est sûr. Ça, je veux bien tout ce qu'on veut, mais… Ah non, mais je ne pense pas que ça soit effectivement possible, mais dans les propos tenus par la ministre Verlinden, il y avait, me semble-t-il, le regret que justement des articles n'étaient pas soumis à révision, et notamment ceux qui traitent de la Cour constitutionnelle, c'est le 141 au 143, et moi j'ai vu quand même que, me semble-t-il, le 142, lui, est quand même soumis, il peut être révisé. Dans la déclaration, c'est bien, vous faites, c'est génial, je suis trop contente pour les autres, parce qu'en fait, on était en atelier constitutionnel ensemble, et donc c'est génial, parce que ça veut dire que vous êtes vraiment un citoyen éclairé maintenant. Enfin, non, j'ai pas cette prétention-là, mais je passe. Moi, je sais pas dire comme ça que le 142, s'il est ouvert ou pas ouvert. Écoutez, j'ai relu il y a 2-3 jours seulement. Mais c'est ça, être un citoyen éclairé, c'est que vous l'avez relu, c'est génial. Je vous félicite. Tout le monde reçoit par après son rapport avec les points, hein, du pauvre. Bon, donc, je lirai, monsieur de l'Église, il faut alors que je lis parce que j'ai pas lu ça dans ce que j'ai lu jusqu'à présent. Et si je vois quelque chose, de toute façon, je vous l'enverrai. Et alors, donc, je dirais… Maintenant, oui. Juste une dernière chose, parce que justement, dans ce travail que je fais, entre guillemets, de personnel d'études de la Constitution, j'essaie de développer un outil qui pourrait être utilisé par un maximum de personnes. Mais évidemment, moi, j'ai pas des qualifications pédagogiques ni autres, et je n'ai pas non plus des notions de droit. Voilà. Mais justement, c'est peut-être un avantage dans la mesure où je peux rencontrer les difficultés, disons, de personnes non averties, peut-être, et j'espère dans un avenir plus ou moins proche, pouvoir, je veux dire, partager cet outil. Voilà. Merci beaucoup. La parole est à Marleen et puis à Wim. Marleen, votre micro. Ja, het is eigenlijk ondertussen al een beetje voorbij, maar ik wou alleen maar zeggen dat zoals wat met die apotheker gebeurd is, dat ook met de dokters gebeurt. En de dokters worden werkelijk afgedreigd. Ze mogen hun mond niet open doen over preventie. En er is dus een enorm hoofdstuk wat mogelijk is, wat men kan doen om het vaccin te vermijden. Het vaccin dat helemaal geen vaccin is, dat een genetische manipulatie is, dat dus niets garandeert achteraf. Daar zijn zoveel gevaarlijke dingen mee gemoeid, waar dus eigenlijk zo weinig over gesproken wordt. En ik wil ook daar eventjes op wijzen dat de manier waarop men deze situatie aanpakt, dat ook de kranten en wat ik dan de media noem, maar de dingen die wij niet lezen, hè, de televisie de deur uit enzovoort, we hebben andere kanalen voor informatie, maar als men dat alleen maar volgt, dan krijg je dus twee categorieën van de bevolking. Dan krijg je dus de mensen die alleen maar dat soort dingen lezen, die als de dood zijn om COVID te krijgen, die niet willen weten van, of die geen idee hebben over wat preventie is. En dan de anderen die wel voorgelicht zijn en die beschuldigd worden van complotisten te zijn. Daar zijn wij dus bij. Hè? Nu, ik denk als ze ooit het uitzinnig idee krijgen van dat vaccin, dat ze de andere mensen in concentratiekampen gaan opsluiten, kan alleen maar zeggen, daar zullen de interessante mensen zijn.
Sorry. Maar goed. Donc, pour résumer, donc, il n'y a pas seulement les pharmaciens, mais aussi les docteurs qui sont suivis avec une pression de ne pas parler sur des mesures de prévention. Et donc, ça va couper la société en deux. D'une part, ceux de peur du Covid et d'autre part, des gens qui sont nommés complotistes. Oui, il y a les journalistes aussi. Hein. Donc hier, et encore une fois, je sais qu'on va dire que je suis hyper positive, etc. Bon, bah, écoutez, moi, j'ai ce mélange, quoi. Je suis à la fois très critique et et à la fois, bon, oui, je reste positive parce que, par exemple, certains en ont parlé, je pense que c'était Raphaël qui en avait parlé. Vous voyez, sur LN24, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que sur LN24, il y a une plus grande pluralité de points de vue. Encore hier soir, je regardais, ils font des retransmissions et ils avaient invité le réalisateur du film, là, vous savez, je ne sais plus comment il s'appelle, on l'a tous certainement vu. Et alors, de nouveau, on est d'accord ou pas d'accord, mais ce que je trouve intéressant, c'est exactement ce que vous venez de dire, madame, c'est que lui disait, il y a quand même moyen, on n'est pas pour les mesures ou complotiste, quoi. Il y a une troisième voie. Moi, je crois, je suis à fond dans cette voie-là. Et moi, j'entends, par exemple, à LN24 ou à des médias ou même dans la presse écrite, bah, écoutez, sinon, vous ne m'auriez pas connu, hein. Faut bien vous dire que quand même, c'est bien qu'il y a quand même un espace, hein. C'est que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont persuadés que c'est pas 100% pour les mesures ou 100% complotiste, qu'il y a une troisième voie. Et voilà, ça, moi, j'en démords pas. Vous savez, de toute façon, regardez, la situation est déjà différente d'il y a 6 mois. Ça, vraiment, pour moi, mais bon, c'est sans doute personnel, mais le plus difficile, je trouvais, c'était au mois de janvier. Au mois de janvier, quand, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'arrêté ministériel, ce que j'appelle l'arrêté ministériel Stummelings, qui avait reporté comme ça l'entrée en vigueur des mesures sans aucune communication, dans une espèce d'opacité totale, et alors que la répression était de plus en plus dure. Et depuis, je suis loin d'être la seule, on a été quand même nombreux, et notamment dans les académiques, parce que c'est notre rôle, je suis désolée, c'est quand même notre rôle en tant que professeur d'université, d'être un peu des lanceurs d'alerte. Je pense que la situation commence à changer. Après, une fois de plus, moi, vous savez, on n'a jamais dit que la démocratie, c'était facile, hein. Parce que moi, je suis en train de lire, par exemple, parce que, voilà, c'est un hasard, mais mon fils doit faire un travail sur la guerre froide. Mais non, dans le chien, je me rendais compte que les juristes sous la guerre froide, mais enfin, c'était vraiment dur, hein. Dès que vous étiez un peu trop à gauche, vous étiez convoqué. Enfin, franchement, c'était des situations qui étaient difficiles. Donc, les pharmaciens et les docteurs, et les journalistes aussi. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un, journaliste, qui est très en pointe là-dessus, sur toutes les atteintes que subissent les journalistes pour le moment en Covid-19, parce qu'on a parlé des pharmaciens, on parle des médecins, il faut parler aussi des journalistes et certainement des professeurs aussi. Mais il faut, et je pense notamment aux médecins et aux pharmaciens, dont on peut supposer que, alors pour le coup, il n'y a pas d'obstacles économiques à faire valoir leurs droits, parce que c'est important, hein, pour les allocataires sociaux, aller devant la justice, bonsoir, quoi. Mais pour des médecins et des pharmaciens, et pour les intellectuels en général, qui ont eu la chance de faire des études universitaires, il y a un moment donné, c'est important aussi de faire valoir ses droits. Et donc, et notamment, de nouveau, il faut des syndicats. Si les syndicats de médecins ne bougent pas du tout, c'est un problème. Et il faut que la démocratie sociale travaille ce corps-là. Si les représentants des pharmaciens ne bougent pas du tout, c'est un problème. Vous savez, même les magistrats, c'est difficile, hein. Les magistrats sont divisés pour le moment, et nous, les juristes, on est très divisés. Moi, j'ai pas tout le temps facile, hein, franchement. Mais donc voilà, c'est aussi
Moi, entendre oui, alors c'est compliqué, c'est la chape de plomb, les pharmaciens, on les ferme, les médecins, etc., etc. Évidemment, c'est inacceptable, on doit dénoncer ça, mais eux, ils doivent aussi se battre, c'est-à-dire se battre devant les tribunaux, surtout si c'est des mesures de fermeture, des mesures disciplinaires, etc., etc. Et on est quand même beaucoup de juristes, ça, je dois vous dire, nous on est organisés maintenant en tant que juristes et c'est bien, je trouve de plus en plus, on s'organise dans plein de disciplines différentes. Donc, il y a quand même beaucoup d'avocats qui sont, il faut le dire, qui sont vraiment au taquet pour faire les recours, pour faire. Et donc, voilà, il faut que ces gens, en fait, fassent ce qu'ils doivent faire, quoi. Et en particulier, les personnes qui ont des professions dites libérales, pour qui trouver un avocat ne doit quand même pas être un problème majeur, contrairement à une grande partie de la population, et surtout payer un avocat. Merci. La parole est à Wim, et s'il n'y a pas d'autres, je m'ai inscrit moi-même. Wim? Dus in het Nederlands, hè? En jij vertaalt dan? Ja. Dus als ik het goed begrepen heb, de kern van uw betoog is dat het dus dat COVID druk zet op, met suppression, allerlei structuren van de staat, allerlei politieke structuren, en dat daar door een, wat u noemt, een surexecutivisation tot stand komt, gebeurt. En ja, dat is antidemocratisch of niet democratisch, of neigt daar naartoe. Maar dat het onze devoir de citoyen is om zelf ook druk te zetten. Om dus aandachtig te blijven, aandacht te geven, of ja, aandachtig te zijn naar wat de verkozenen doen. En daar komt het ergens op neer, van dus te blijven gebruik maken van de structuren die er zijn binnen de structuren en principes die er zijn binnen de politiek, om ervoor te zorgen dat die surexecutivisation, ik kan dat moeilijk uitspreken, niet te ver gaat. Of als politici zien dat er aandacht wordt gegeven aan wat ze doen, als ze op de vingers gekeken worden, dan gaan ze al 2 keer nadenken voordat ze iets doen. En wat u zegt is eigenlijk, en dat is mijn tweede punt, is ergens, of mijn tweede inschatting van wat u zegt, is dat wat u zegt is onafhankelijk van, geloof ik nu in een samenzweringstheorie of niet? Dus dat staat daar eigenlijk een beetje los van. Ik bedoel, het had ook, dus stel nu dat, indien er nu van uitgaat dat al de mainstream wetenschappers gelijk hebben en dat die maatregelen strikt genomen nodig zijn, zelfs dan is het heel problematisch hoe de maatregelen worden opgelegd. En dat is het meest zorgwekkende. Heb ik dat goed? Ja. C'est clair, donc... Ik kan nog eens proberen in het Frans anders. Jugement de Wim de Frans, Graf. C'est que votre discours est indépendamment si oui ou on se dit complotiste. Donc c'est une question démocratique sur la pression d'un eau et la possibilité. Il y a des institutions, il y a des structures politiques et ils sont maintenant sous pression. Et il y a une tendance vers la surexécutisation et en fait c'est à nous, c'est notre devoir de citoyen de mettre pression aussi, donc d'utiliser ces structures autant que possible, de faire attention à ce que les élus font et voilà, et donc de faire de la c'est à nous donc je suis pas du tout d'accord avec le monsieur Raouf Ben Ammar, donc je suis pas du tout d'accord avec lui que ils sont tout a déjà été acheté ou décidé d'avance. C'est pas vrai. Évidemment que c'est vrai que les partis sont très importants, qu'ils ont déjà beaucoup décidé, mais tout n'est pas décidé d'avance. Il n'y a pas un tel déterminisme. Ouais, je suis
totalement d'accord avec vous, mais vraiment, mais Raouf dit, bon, en plus on se connaît bien enfin, à force, mais en fait, si vous voulez, moi c'est un peu, je crois que c'est pour ça que, je réfléchis, mais je crois que c'est pour ça que j'ai pu réagir assez vite. C'est que ça fait longtemps que j'enseigne à mes élèves, à mes étudiants, l'exécutivisation. Donc, l'exécutivisation où je montre, regardez, c'est bizarre, ça devrait être une loi et c'est un arrêté royal ou une circulaire. Et ça fait longtemps que je parle de ça à mes étudiants. Je dis, regardez, c'est bizarre, il y a un déplacement constitutionnel vers l'exécutif. Et alors, mais c'était quand même, voilà, c'était pas comme maintenant, c'était pas pour toutes les mesures, quoi. Ça, on l'observe. C'est ça qui est compliqué, c'est que c'est pas tout d'un coup, la ministre de l'Intérieur décide quelle mouche les pique. Ah oui, je vais prendre toutes ces mesures. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme le Covid, quoi. Vous savez, le Covid, on dit que quand on a un problème de poumon, de respiration, eh ben c'est le Covid, il tape sur le poumon. Si on a un problème, on a de l'obésité, qu'on est trop gros, eh ben le Covid tape là-dessus. Eh ben pour l'État, c'est la même chose. En fait, ça fait longtemps que, les ministres prennent trop de pouvoir, 2, les parlementaires prennent pas assez de pouvoir, et 3, les partis politiques, ça c'est tout à fait vrai, je l'ai oublié tout à l'heure, mais les partis politiques prennent trop de pouvoir. Et ça, c'est déjà depuis longtemps. Mais le Covid a accentué ça, c'est plus l'exécutivisation, c'est la surexécutivisation. Et je suis persuadée que c'est comme pour le Covid aussi, c'est que pour le moment, ça, alors ça, s'il y a bien une chose qu'on m'a dit depuis le début de cette crise, c'est qu'à plein d'endroits, et notamment chez les juristes qui travaillent toujours justement dans les parlements, dans les ministères, eh bien vraiment, il y a beaucoup plus qu'on ne le croit de juristes qui sont très mal à l'aise avec ce qui se passe. Et qui donc ils parlent entre eux. Je veux dire, moi je crois comme vous que tout n'est pas fait, c'est pas un grand complot. C'est toujours, d'ailleurs, l'histoire, je suis désolée, mais l'histoire montre que c'est pas les grands complots qui font l'histoire du monde. C'est les petites paresses, les petites les inerties, les petites ça explique les hésitations, ça explique beaucoup plus de choses que les grands complots. Et donc, moi, je suis absolument persuadée, parce qu'il faut quand même voir qu'il y a une loi maintenant. Vous voyez, parce qu'il ne faut pas toujours critiquer et râler. Les parlementaires, on vient de le dire, c'est des centaines de pages, ils ont auditionné des gens, ils sont en train de prendre les choses en main, et ça, c'est quand même aussi parce qu'ils se rendent compte. Donc, je suis, en fait, ce qu'il faut faire maintenant, je pense qu'il faut faire 2 choses, en fait. Il faut qu'ici, maintenant, vraiment, il y ait quelque chose, et moi, je suis positive, je peux pas imaginer que... En fait, je pense que ça va trop loin, là, maintenant. Et je crois encore que les parlementaires, les partis politiques, même les ministres se rendent compte on atteint un point, voilà. Mais peut-être que je me trompe. Et ça, il faut régler maintenant. Et après, et moi, on en parlera moins parce que ça sera moins d'actualité, mais c'est déjà ce que je faisais avant. Il faut vraiment faire cette réforme de l'État citoyen en Belgique, qui règle 2 problèmes, parce que c'est ça qu'on paye. Le fédéralisme qui fonctionne pas bien, qui est trop compliqué. Moi, je suis persuadée de ça. Le fédéralisme belge est trop compliqué. Et je vais vous dire, je crois que c'est pour ça aussi qu'on a cette gestion très cruic, ministre de l'Intérieur. Parce que ça permet de pas trop se poser la question du fédéralisme, qui est compétent, pourquoi. Et en fait, on a un fédéralisme dysfonctionnant depuis des années, et puis il y a eu Covid. Et donc dire, c'est la ministre de l'Intérieur et c'est le Codeco, ça évite les problèmes du dysfonctionnement du fédéralisme.
Et l'autre problème, c'est la démocratisation du régime où les ministres prennent trop de place, les électeurs n'ont pas assez de place et le Parlement est comme ça partout. C'est pour ça que, en fait, ça il faut le dire aussi, moi je trouve que c'est une bonne idée. La ministre, ça fait des années que je plaide pour une réforme de l'État citoyen qui est lancée en fait. Ce qui est surréaliste, c'est de lancer ça en Covid. Ça c'est vraiment bizarre, quoi. La même ministre de l'Intérieur a lancé la réforme de l'État citoyen, mais tout en continuant à adopter les arrêtés ministériels Covid. Oui. Et à un moment donné, mais Oui. moi là je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et d'ailleurs, vous voyez, il y a eu une conférence là-dessus. Je pense que tu étais là, Raph. Et il y a un constitutionniste, c'était pas moi, qui lui a dit, mais écoutez, moi je veux bien parler réforme de l'État citoyen, mais il faudrait peut-être déjà arrêter de faire les mesures Covid qu'avec des arrêtés ministériels de la ministre de l'Intérieur. Et donc, vous voyez, moi je suis d'accord avec vous. Il faut d'abord ici fixer maintenant. Et fixer maintenant, c'est arrêter une politique qui est digne, franchement, je pèse mes mots, mais quand on gère comme ça les droits et libertés depuis plus d'1 an par arrêté du ministre de l'Intérieur, c'est pas digne d'une démocratie. Donc il faut régler ça. Et après, il faut régler le fédéralisme belge qui dysfonctionne complètement et le problème de la place en fait de nous et des parlementaires. Pour moi, c'est la même chose. Quand on sera de nouveau, on aura plus de place, nos parlementaires auront plus de place et les ministres redeviendront ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire tout petits. Merci. Il est 9 heures. Tu veux répondre même? Non. Donc, il est 9h15 presque. Donc, normalement, on prend 2 heures. Donc, je pense que ça, c'est pour tout le monde valable de terminer à peu près à 9h30. Et donc, il y a deux personnes qui veulent prendre encore la parole, c'est Raphaël et moi-même. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Est-ce que ça convient tout le monde qu'on s'arrête à peu près à 9h30? Je pense que... Okay, donc la parole est à Raphaël. Oui, merci Raph de me donner encore une fois la parole. J'ai noté, Anne-Emmanuel, que tu as dit régulièrement c'est bizarre, anormal, c'est de la paresse, c'est de l'inertie. Donc, tu as répété de manière régulière que, pour terminer, finalement, qu'on n'était pas en démocratie. Je n'ai pas dit ça, mais après je répondrai. D'accord, excuse-moi, tu peux le dire. Enfin voilà, moi j'ai cru entendre que tu as dit que, en tout cas, on vivait mal en démocratie, en tout cas. Ou alors la démocratie était mal vécue. La constitution belge est démocratique. Elle est pas. Moi, je laisserais plus de place, par exemple, au référendum. Donc, je pense qu'elle devrait être démocratisée. Mais il y a des éléments démocratiques, notamment, on le vit là maintenant, ces droits et libertés, c'est très démocratique. Mais pour le moment, le fonctionnement de l'État belge n'est pas assez démocratique. Nous sommes d'accord. Donc, ça veut dire que si la Constitution est démocratique, mais que le fonctionnement n'est pas démocratique, c'est quelque part, il y a une confiscation par des élus, dont certains n'ont pas été élus. Hein, tu l'as dit, il y a des ministres, comme le ministre de la Santé, qui est venu de nulle part, presque, et qui, lui, pour mémoire, a quand même un historique en 1995 avec des choses un peu... qu'on retrouve de manière régulière dans les élus. Donc, à partir du moment où tu dis régulièrement que c'est bizarre, c'est anormal, il y a la paresse, il y a l'inertie, moi, je finis par croire que toute cette inertie n'est pas due au hasard. D'accord? Donc, ça ne rejoint pas ton avis, ni celui de Wim, et plutôt de celui un peu de Raoul. Je suis entre les deux, c'est-à-dire que la troisième voix n'est pas entendue. On ne veut pas être complotiste, et on est convaincu qu'on n'est pas représenté. C'est-à-dire que tu nous dis d'aller voter, et malgré ça, on a été voté, et les pouvoirs sont dilués. Il y a un pourcentage vers le PS, vers le MR, vers Écolo, mais il n'y a personne qui réagit. Et toi, tu continues 12 mois plus tard à nous dire effectivement que tu es optimiste pour le futur, et moi, je suis un peu inquiet. Et je vais te dire pourquoi je suis inquiet. Parce que, honnêtement, moi, en tant que père de famille, quand j'entends qu'il y a des personnes qui se suicident, le taux de suicide est plus de 20%.
en 2020 par rapport à 2019. Ils n'entendent pas ça. Quand ils n'entendent pas les psychologues, ils n'entendent pas les avis contraires. Quand l'ordre de médecins est attaqué par un collectif de médecins, parce qu'en fait, l'ordre de médecins suit ce qui est le gouvernement. J'ai une preuve vivante que les fédérations de l'ORECA suivent aussi les décisions du gouvernement. J'ai interrogé l'ORECA, ils m'ont dit qu'ils voulaient bouger, et en fait, c'est neutralisé, il n'y avait pas vraiment de fonctionnement. Raison pour laquelle il y a une personne dans l'ORECA qui a reconstitué une nouvelle fédération, qui n'appelle pas fédération, qui s'appelle collectif de l'ORECA. Pourquoi? Parce que les fédérations elles-mêmes. Donc, j'ai énormément écouté toutes les émissions RTBF, RTL. Contrairement à certaines personnes, ça m'a permis effectivement de me rendre compte ce qu'ils disaient semblait vrai ou pas. Et il y a 2-3 éléments que je vais citer qui sont carrément des mensonges. Le CDH a reconnu lors d'une j'ai filmé ça, passé sur RTBF, quand il y avait une émission avec Sacha Daoud, le CH a dit à un moment donné, oui, mais si tout le monde pense la même chose, etc. Il était un fait parce que le de l'opposition à la région wallonne, il était un fait que les gens ne vont pas signer la branche sur laquelle ils sont assis. Donc, ils sont assis sur quelle branche, tous ces parlementaires élus? Sur la rémunération. En décembre 2020, ils ont augmenté leur budget de 20%, soit 12 millions d'euros, alors que les infirmiers ont reçu royalement 900 euros. Et sur ces 900 euros, ils vont être imposés à 50%. L'ORECA en Wallonie reçoit 5 000 euros. Ils vont être imposés 50%. Et eux n'ont pas trouvé mieux que d'augmenter leur budget ministériel de fonctionnement de 12 millions d'euros, sans pour autant parlementer, sans débattre. Et d'un autre côté, on nous dit que le problème pour retrouver notre liberté, c'est la vaccination. Ok, je ne porte pas de jugement là-dessus. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, puisque chacun a le droit de choisir ou pas, en théorie, je dis bien, de masque ou pas. Je ne suis pas convaincu qu'en théorie, ce soit le cas, mais enfin, soit. Mais donc, tout ça pour dire que si le CDH dit, OK, il y a quand même, on sait bien que le nerf de la guerre, la Constitution est démocratique, le fonctionnement ne l'est pas. Entre les deux, le citoyen n'a rien à dire, puisque nous avons écrit des centaines, si pas des milliers de courriers. Des gens sont descendus de la rue en France, ça n'a rien bougé. En Belgique, on descend dans la rue, dans les parcs, on ne fait rien de mal, et ça ne bouge pas. La police arrive, comme tu l'as dit, avec des drones, avec des trucs, au lieu de parler. Enfin, voilà. Donc, pour moi, le dysfonctionnement fait que, en théorie, nous sommes en démocratie, en pratique, nous ne le sommes pas. Et nous ne savons plus faire. Donc, pour terminer là-dessus, la gare de Mons a coûté 328 millions. Toi qui habites Mons, ou la région de Mons. Okay, ils ont signé pour 30 millions il y a 10 ans. Elle n'est pas finie. Imaginons un instant qu'ils aient arrêté les travaux à 320 millions, à 325 millions, à 327 millions, qu'ils aient gardé 1 million pour les hôpitaux. Pourquoi ils n'ont pas ça? Pourquoi ils ont détruit les masques il y a 3 ans? Pourquoi ils n'ont pas fait on a une dette de 32 milliards maintenant, et en 2015, ils ont refusé d'investir 900 millions, parce que ce n'est pas dépenser de l'argent dans les hôpitaux ou dans le budget exploité. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Bill Mess elle-même, en 2015, a refusé de 900 millions. Donc, si on avait investi 900 millions en 2015, peut-être qu'on n'aura pas une dette de 32 milliards maintenant, peut-être que l'excuse que nous avons maintenant, et je finis ma phrase, l'excuse que nous avons maintenant, dire il n'y a pas assez d'hôpitaux, et donc on a peur que les hôpitaux se remplissent. Il n'y a pas assez de lits. Il y avait de l'argent, il suffisait moins dans la gare de Mons. La gare de Liège a coûté 250 millions au lieu des 170 prévus. Donc, il y a toutes des contradictions. Et moi, une somme d'erreurs par des universitaires, parce qu'il faut quand même dire que nous avons 10 ministres de la Santé. Hein. Il n'y en a pas un qui parle de psychologie. Hein. Ils parlent tous de la maladie, mais ils ne parlent pas de la psychologie. Ils parlent tous de la contagion. Tout le monde a peur. Mais ok, Raphaël. Ok. Donc, je ne sais pas comment tu dois réagir, mais pour moi, les erreurs, à partir d'un certain moment, comme on a une succession d'erreurs, ne sont plus des erreurs. C'est une réalité. Moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que là, je pense que si vous êtes ici et si on est ensemble, c'est que on a déjà, comment dire, la plupart d'entre nous avons, on est en train de le voir à des degrés différents, mais des critiques à faire sur la gestion Covid-19. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Hein. Donc, tu vois, Raphaël, je te tutoie puisque tu me tutoies, mais je pense qu'il y a des gens, et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans cette crise, et c'est pour ça que moi, la seule manière de trouver mon chemin, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison, c'est de dire les parlementaires doivent reprendre la main. Pourquoi?
d'abord parce que la Constitution le dit, mais aussi parce que je pense qu'il ne faut pas simplifier des arbitrages qui sont beaucoup plus compliqués qu'on ne pourrait le dire, enfin qu'on ne pourrait le croire ici, parce que ici, de nouveau, c'est pas un hasard on soit là vendredi soir ensemble. Et je vais te donner un exemple, c'est avec mes étudiants. Avec mes étudiants qui sont, ça on va quand même reconnaître, parmi les plus impactés. Pourquoi? Parce que à la fois, on sait bien que eux, en fait, même quand ils ont le Covid, d'abord, ils ont aucune possibilité, enfin, il n'y a aucun risque qu'ils en meurent. Et en plus, eux, le Covid, moi, j'ai plein d'étudiants qui ont eu le Covid. Franchement, la plupart, ils ressentent comme une grosse grippe, quoi. Ils n'ont pas de plus. Mais par ailleurs, ils se tapent les mesures de tout le monde. Encore pire, puisque les unifs sont fermés bien plus que tous les autres niveaux d'enseignement. Et on reconnaîtra que le couvre-feu, quand on a 20 ans, c'est bien plus lourd que le couvre-feu quand on en a 50 comme moi. Donc, eux, s'il y en a bien qui devraient être complètement révoltés, c'est eux. Alors, tu vas me dire, mais regarde le bois de la Cambre, ils sont révoltés. Oui, mais moi, le lendemain du bois de la Cambre, j'avais un débat avec mes étudiants, c'était 120. Eh bien, je te garantis que c'est moitié-moitié. La moitié est mais super révoltée, trouve que c'est scandaleux la charge, etc. L'autre moitié trouve que c'est scandaleux les gamins qui vont dans les parcs comme ça, qui font n'importe quoi et qui en plus, parce que ça il faut quand même le dire, moi j'ai critiqué parce que je continue à trouver inacceptable qu'on ait chargé ces étudiants, mais je trouve aussi inacceptable qu'ils aient bazardé des bouteilles de verre sur les policiers. Hein. Ça franchement, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Il y a d'autres manières, une fois de plus. Je dois sans doute ne pas être très révolutionnaire, mais pour moi, la violence est inacceptable toujours. Et donc, la réalité, c'est que face à un auditoire de 120 gamins qui n'ont absolument plus rien à se mettre sous la dent, à part des études universitaires, ce qui est quand même évidemment génial, mais enfin voilà, la moitié de l'auditoire est d'accord avec le gouvernement, la police, etc. La moitié est avec ceux qui étaient au bois de la Cambre. Ça, c'est une réalité aussi.